Bonjour tout le monde, on est en plein mois d'août, c'est les vacances et j'ai un petit peu plus de temps à consacrer à la vidéo, donc j'ai décidé de faire celle-ci tout simplement parce qu'avec Laurine on est parti en balade. En balade, on a l'habitude de marcher, hein. Finalement c'est quelque chose qu'on apprécie faire parce que ça nous détend, et j'ai eu l'idée de parler justement de ce qu'on appelle le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui signifie en français votre dépense calorique liée à ce que vous faites au quotidien sans comptabiliser l'activité physique, d'accord ? Donc il semblerait en tout cas que dans le contexte de la perte de poids, et c'est même pas il semblerait, c'est une certitude, ça fasse vraiment la différence. C'est-à-dire que je vous explique, on a un taux de sédentarité qui est lié à nos activités, notamment nos activités professionnelles. Le monde change, l'étude change aussi. Donc je me suis aperçu finalement que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens qui s'inscrivaient dans cette motivation de perdre du poids et d'accrocher sur cette activité physique, finalement peut-être s'économiser de l'autre côté à partir du moment où ils savaient qu'ils avaient fait leur bonne action. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, psychologiquement, quand on sait que par exemple, je sais pas, on va dire, qu'est-ce qu'on définit déjà, comment définir un sportif? Aujourd'hui, hormis les sportifs professionnels, mais on va dire que pour un lambda, faire entre 3 heures, 6 heures de sport par semaine, c'est être sportif, plus sur la dernière tranche que sur la première. Mais l'idée c'est ça, quelqu'un qui ferait par exemple 5 séances en résistance type fitness, musculation, on pourrait établir finalement qu'il est relativement sportif. Pareil pour les sports en cardio, je veux dire, on doublerait les temps certainement, parce que c'est beaucoup plus chronophage, mais on partirait en tout cas du postulat qu'on est sportif. Eh bien en fait, il y a un petit détail aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à ça, et ce qui pourrait aussi faire la différence dans votre perte de poids, c'est justement de vous dire que en rajoutant des exercices qu'au quotidien on ne fait plus, on pourrait optimiser justement cette dépense énergétique. D'accord ? Pour revenir à mon fameux sportif qui vient de taper son 1h30 de musculation, crossfit, fitness, il va rentrer chez lui, d'accord ? Et puis il habite, moi j'aime bien donner des petits exemples comme ça, mais il habite dans un appartement, d'accord ? Il est au 5e étage, ok ? Il a un ascenseur à côté de lui, en face de lui, quand il rentre, et puis il a les marches à côté. Eh bien, il y a fort à parier que cette personne-là emprunte plutôt l'ascenseur que les marches. Et ce qui se comprend complètement. Je veux dire, derrière, on part du postulat, encore une fois, qu'on a fait notre journée, on a fait notre bonne action, et on se dit, bah, ok, c'est bon, je suis crevé, je vais prendre l'ascenseur. La problématique, si vous voulez, à mon sens, c'est que ça se cumule au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'apologie du système, bien que un petit peu quand même, mais on voit que cette société, enfin notre société, c'est la société qu'on a construite, va dans ce sens-là, c'est-à-dire de la voiture automatique au micro-ondes, en passant par la domotique, hein, par exemple. Maintenant on demande à Google, alors je ne sais pas si mon téléphone va se déclencher, non c'est ok, on lui demande d'éteindre les lumières, on lui demande de passer l'aspirateur. On voit qu'on s'inscrit vraiment dans cette démarche d'économie d'énergie. Et je pense très clairement que c'est quelque chose qui est dans notre ADN, parce que c'est ce que j'explique souvent à mes clients. Je leur demande toujours et faut me suivre, hein, on est encore dans cette idée de perte de poids, mais je leur demande souvent de déculpabiliser déjà d'une, parce que il semblerait que ce qui est aujourd'hui en fait pour nous vraiment un inconvénient majeur, c'est-à-dire prendre du gras, était un super avantage dans les temps anciens. Je vous explique, quand on parle de prise de gras, en fait, il faut savoir que la prise de gras n'a pas toujours été une qualité, ou un défaut, hein, selon comment on voit les choses, mais en tout cas une qualité à l'échelle de l'évolution. On a eu cette optimisation, on va dire, de cette énergie, donc la capitalisation. Moi j'aime bien parler de capitalisation énergétique, mais on a eu ce biais-là, en tout cas il s'est plus développé sur les périodes froides, les périodes glaciaires, parce que c'était l'assurance dans les périodes, enfin pour ces périodes de disette, de pouvoir tout simplement survivre. On allait capitaliser, donc stocker cette énergie pour pouvoir en disposer plus tard. Et j'avoue que c'était une évolution 3.0 dans la vie d'Homo sapiens.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évolution, cette super évolution, ce qui nous a permis peut-être de survivre hein, par ces temps compliqués, eh bien ça se retourne un petit peu, même complètement contre nous aujourd'hui. D'accord ? Il faut savoir que par exemple en 50-70 ans, on a fait un bond de géant. D'ailleurs, on a avancé peut-être de 2000 ans. Et cette rapidité, on va dire, évolutive, en fait, nous a pas laissé le temps de nous, on va dire, de nous habituer. D'accord ? Donc je vais revenir sur quelques points aussi dont j'aime bien parler, notamment l'homéostasie, hein, la faculté que le corps a à revenir à son état, initial, on va dire, donc la fameuse homéostasie, son état d'équilibre. Et derrière, en fait, la résilience du corps qui passe par l'homéostasie, d'accord ? Donc, grosso modo, je donne un stress à mon corps et finalement, celui-ci répond et s'adapte, d'accord ? Sauf que pour revenir à ce que j'étais en train de vous expliquer, l'adaptation, finalement, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an. Là, on parle de milliers d'années, d'accord ? Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans ce contexte, d'accord ? Où on a de la nourriture, j'ai envie de vous dire, à portée de main. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui mangent par ennui aujourd'hui. Hein. C'est dramatique de se le dire comme ça, mais il y a énormément de gens qui mangent pour des raisons qui ne sont pas nécessitaires. Hein. Je veux dire, derrière, on mange par ennui, on mange aussi par carence émotionnelle. Hein. Je veux dire, j'aime bien faire cet analogisme-là un petit peu, mais quand je dis voilà cette fameuse femme qui vient de se faire, alors cet homme aussi, mais il semblerait que ce soit quand même un concept féminin et qui vient de se faire larguer par son gars et puis qui rentre à la maison, il se jette sur un pot de glace. Alors elle est américaine à la base celle-là, mais elle devient de plus en plus européenne. Hein. Et donc on voit que finalement il y a un état émotionnel qui est lié à la nourriture et notamment la nourriture sucrée. Hein. Généralement, quand on a ces coups de stress, ces coups de stress ou ces coups d'émotion, en tout cas de surémotion, on va plutôt se jeter sur quelque chose de sucré. Voilà. Ça c'est pour les faits. Et derrière, en fait, donc voilà, pour resuivre un petit peu le raisonnement de base, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en fait, on a d'un côté les gens sédentaires et d'un côté les gens sportifs. Mais je pense pas que ce soit aussi clair que ça. En fait, il y a des nuances et on n'est pas soit sportif, soit sédentaire. En fait, on est beaucoup finalement soit sédentaire, soit entre deux. Les sportifs, je pense pas qu'on les compte. Enfin, je pense pas qu'il y en ait énormément, enfin autant qu'on le pense, d'accord ? Donc, pour revenir à cette histoire de NEAT, d'accord ? Donc comme je vous ai expliqué, c'est une faculté du corps et psychologiquement aussi. Je pense qu'aujourd'hui on est câblé dans le sens de l'économie d'énergie. Il semblerait que moi, en tout cas, vous me demandez mon avis entre aller me taper 3 heures de course en hiver sous la flotte à 2 degrés et mon canapé. Je pense que je suis maso, il faut être maso aussi hein, quand on est sportif. Je pense qu'on l'est tous un petit peu, mais n'empêche que, hein, vous avez compris l'idée, et je préférais quand même rester, moi j'aime bien mon canapé, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est parce que j'aime mon canapé et que j'ai pris conscience de ça, qu'aujourd'hui j'essaye aussi de freiner un petit peu mes pulsions. Je voulais faire aussi une transition sur, par exemple, pour clarifier un petit peu les choses, mais voilà, on va prendre un cas de sportif, donc toujours sur le même cheminement que tout à l'heure, 5 heures de musculation par 5 séances de musculation par semaine, avec un petit peu de cardio au milieu, ok. Et puis vous prenez un maçon, en fait, un maçon, un paysan, un peintre, et qui lui ne pratique pas de sport. En termes de calories, vous vous doutez bien, en fait, de dépenses caloriques en tout cas, vous doutez bien que la personne, le maçon par exemple, qui bosse toute la journée debout à soulever des parpaings, vous doutez bien que ce mec-là, finalement, gaspille plus, en tout cas, on va dire qu'il a une activité qui va l'amener à consommer beaucoup plus de calories que vous. Même si on compte l'adaptation, on sait que derrière, la dépense calorique, elle est aussi assujettie à cette adaptation. Au début, on va brûler, d'ailleurs, c'est ce qui pose aussi un problème hein, dans la perte de poids, c'est qu'au début, on va perdre pas mal de calories pour faire
Par exemple, je vais prendre 1 heure de cardio, on va se dire que raisonnablement, pour une personne en surpoids, elle va perdre 600-700 calories selon le rythme, et on va dire en cardio léger, eh bien 600-700 calories, ça c'est au début. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à provoquer des changements, il y a une habitude aussi du corps, donc on va se muscler, derrière on va devenir un peu plus résilient, et finalement cette dépense initiale de calories qui était aux alentours de 600-700, peut-être qu'elle sera à 500 demain. D'accord? Donc voilà, ça je voulais vous l'expliquer aussi. Et donc on reprend l'idée de ce fameux maçon qui soulève des parpaings toute la journée. Et bien moi je vous assure que quand je compare certaines personnes qui ont des travails vraiment physiques, ils n'ont rien à envier au go muscu, réellement, parce que c'est des mecs, il y a juste à leur serrer la main pour s'en rendre compte, quoi. Donc voilà, il faut comprendre un petit peu cette nuance là. Il ne suffit pas de conscientiser le fait qu'il faille faire de l'exercice physique. Il faut aussi bouger à travers sa journée. D'accord? Et pour cela, il faut justement, à un certain moment, peut-être aller à l'encontre de ce que propose la société. Aujourd'hui, il y a plein de biais, c'est-à-dire que vous êtes au bureau. Moi, personnellement, j'ai un métier sédentaire, hormis le coaching. J'ai une seconde activité qui est plutôt sédentaire. Je suis assis devant un ordinateur comme pas mal de gens. Eh bien, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, j'essaye plutôt 20 minutes. Alors ce qui surprend mon boss en premier, mais aujourd'hui on dit collaborateur. Donc mes collaborateurs, ça fait in. Et ce qui les surprend, ils peuvent rentrer dans mon bureau et je suis en train de taper une série de 40-50 squats. Alors, ça paraît comme ça paraît un peu loufoque, mais très clairement aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la différence. Il ne faut pas partir du principe que vous faites vos 4-5 séances, parce que ça c'est pareil, 4-5 séances. Moi, quand j'assiste aux séances, ou quand en tout cas j'ai des métriques pour pouvoir mesurer l'intensité de l'effort de cette séance, je me rends compte que finalement on n'est pas sur quelque chose de vraiment intense. Vous voyez, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Je pense même qu'aujourd'hui vous avez plus à gagner à essayer d'optimiser l'autre partie, c'est-à-dire que voilà. Après il y a aussi un contexte, et celui-ci je voulais l'aborder avec vous, c'est le trop, d'accord? On est dans une société en fait où la société du trop, du plus c'est mieux. Eh bien pas nécessairement, réellement. Moi j'aime bien citer Pareto aussi sur ce genre de cas de figure, c'est-à-dire que parfois 20% de ce qu'on fait va induire 80% de résultats, et des fois c'est l'inverse. On va charbonner à 80% et puis derrière on va avoir que 20% de résultats. Donc il faut se situer dans la bonne balance. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du stress hormétique, parce que le stress hormétique est là aussi, donc ce phénomène d'hormèse, la surcompensation est liée justement à l'hormèse. C'est-à-dire que derrière la surcompensation, je travaille, je fais des curls biceps, je travaille, je mets une charge en contrainte sur ce muscle, d'accord? Donc je vais provoquer derrière on va dire des micro-déchirements, d'accord, au niveau des petites fibres musculaires qui vont induire finalement aussi derrière un état d'inflammation, d'accord? En sachant que l'inflammation, quelque chose à la base qui est positif, c'est quand il y a de l'inflammation chronique que ça commence à être déconnant. Mais l'inflammation, en fait, son premier rôle, c'est justement de préparer à la reconstruction. Donc suivez le cheminement. Et donc j'ai créé ce stress sur mon bras, donc à condition d'avoir aussi un protocole général, c'est-à-dire alimentaire, mais aussi de sommeil, de relaxation, c'est-à-dire j'entends le stress géré aussi, eh bien on va créer justement cette adaptation qui va mener, selon nos objectifs, mais à une hypertrophie. En gros, d'ailleurs selon Nietzsche, l'intelligence était aussi une adaptation, c'est-à-dire que vous vous mettez dans un contexte où vous allez vous mettre un stress même intellectuel, eh bien ça va vous pousser, vous forcer à avancer. Moi par exemple qui aime bien à mon temps perdu jouer de la guitare par exemple, eh bien quelque part je pousse mon cerveau à aller justement s'adapter pour pouvoir être plus performant et apprendre la gestuelle, donc d'un point de vue neuromoteur, et donc tout ça en passe par cet esprit de résilience. D'accord?
Et donc pour en revenir on en fait trop, il y a aussi le cas de figure où les gens, je pense, en font souvent trop, surtout au début des objectifs de perte de poids. Et même de prise de masse finalement, parce que on rentre exactement dans le même cas de figure. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? On vient stresser l'organisme, d'accord, mais on lui laisse pas assez de temps pour pouvoir justement se reconstruire. Et là c'est problématique. Et là j'ai envie de vous dire, je préfère réellement dire à une personne qui fait trop de sport à un moment, arrête-toi, repose-toi, prends une semaine de break, même si c'est dur à faire, mais fais-le parce que hormonalement tu vas te casser la gueule. On voit que les marqueurs de santé hormonaux sur cet effet de surentraînement, alors c'est peut-être pas du surentraînement comme on l'entend parce que il faut quand même aller loin pour être surentraîné, mais c'est en tout cas une fatigue que le corps n'arrive pas à compenser. On voit que donc à l'issue de cette fatigue, les hormones sont impactées. Et c'est bien pour ça que finalement, en mangeant un bol de riz par jour, une salade, vous allez continuer, alors peut-être pas à grossir, mais en tout cas, vous n'allez pas perdre de poids. Pourquoi? Parce que le corps, tout simplement, lui, se met en mode famine. Vous êtes en train d'envoyer des signaux à votre corps en lui disant bah, « Attention Coco, là c'est la merde, il n'y a plus rien dans le frigo. » Et il va peut-être falloir penser, alors malgré que tu es en train de crever de faim, il va peut-être falloir penser quand même à survivre. Donc voilà, qu'est-ce que va faire le corps derrière? Bah lui, très clairement, il va continuer à stocker. D'ailleurs, il va peut-être même stocker plus qu'avant parce qu'il est en train d'anticiper sur cette période de disette. D'accord? Et finalement, il va switcher, on va dire, des fonctions du corps qui sont nécessaires, hein, mais qui pour lui ne sont pas vitales. D'accord? Donc on va faire un choix tout simplement. Et là, généralement, le choix est pas bon. C'est-à-dire que fatigue, brouillard mental, en fait, le corps va venir faire des choix aussi à ce niveau-là. Et on va dégrader petit à petit notre état de santé. C'est pour ça que ça, en réalité, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite faire non plus. Après, il faut comprendre aussi que l'état hormonal est hyper important dans la perte de poids. Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, moi j'ai vu des pertes de poids justement spectaculaires qui étaient liées à un gros stress qui a été donné au corps pendant quelques mois, pendant plusieurs mois parfois. Et finalement, au miroir, en tout cas dans le miroir, on ne voit pas les résultats, on ne voit pas des gens fit finalement, on voit des gens qui ont perdu donc de la masse grasse, mais ils ont perdu aussi pas mal de flotte. Il faut savoir que dans les premiers temps du régime, c'est surtout l'eau qu'on déstocke. On va dire que la première semaine, généralement, moi je me fie généralement pas à ce qui est dépensé, ce qui est déplété à la première semaine. J'attends de voir au moins la deuxième semaine. L'idée étant, comme je vous dis, alors on a perdu du gras, on a perdu de la flotte, mais on a aussi perdu, sans qu'on le veuille, de la masse maigre, donc la masse musculaire. Et finalement, le reflet dans le miroir n'est pas du tout ce qu'on attend. Moi, je vois encore beaucoup de gens qui ont, vous savez, ces petites poignées d'amour ou ce petit gras sur le ventre, et pourtant, enfin, ils sont super fins, quoi. Et on n'ira pas au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment rétablir le contexte hormonal pour aller travailler en profondeur et petit à petit perdre cette graisse récalcitrante. Voilà, tout simplement. Parce qu'une perte de poids, ça ne s'entreprend pas, sur du court terme. Ceux qui essayent de vous faire croire, enfin ceux qui veulent vous faire croire ça, sont tout simplement des arnaqueurs. Et j'ai même envie de vous dire derrière, vous mettez votre santé en danger, vous allez carencer votre corps. Et même si, la balance, elle vous dit, c'est cool, tu as perdu 10 kilos, génial. Par contre, moi, quand je vous récupère en coaching, je vois très bien que derrière 10 kilos, au niveau en tout cas de votre morphologie, ça n'a rien changé du tout. D'accord ? Vous êtes toujours pareil, mais peut-être que vous faisiez du 44 et aujourd'hui vous faites du 38. Et par contre, le reflet dans le miroir reste le même. D'accord ? Donc voilà, il faut bien comprendre ces enjeux-là et c'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse aussi sur le training. Donc, trop n'est pas mieux, vraiment pas, d'accord? Et il faut réussir, alors c'est là aussi où je ne peux pas standardiser moi et les gens qui standardisent les pertes de poids. Je pense que derrière, oui, ils font peut-être de la masse, ils font peut-être e-table en tout cas pour faire de la masse et essayer on va dire, d'atteindre le plus grand nombre. Mais en réalité, perte de poids, c'est souvent quelque chose d'intrinsèque. D'ailleurs, complètement. Je veux dire, on n'est pas tous égaux. Quand on prend ce principe de sport,
En fait, voilà, moi par exemple, je fais une dizaine d'heures de sport par semaine en mêlant musculation, fitness et cardio, que je dissocie. Eh bien, ok. Est-ce que c'est ok pour moi déjà? Pas sûr. Des fois je suis hyper fatigué, des fois je suis comme vous. Je me dis j'ai pas envie de louper une séance parce que c'est peut-être le début de j'arrête. Hein, et dans les débuts c'est comme ça, hein, quand on commence l'activité physique, on se dit dans les débuts bah ouais, si j'en loupe une c'est mort. Et souvent on est dans ce fonctionnement, d'accord? Eh bien non, il faut arrêter, il faut décrocher. Si vous êtes crevé, c'est pas productif de le faire. Vous allez demander justement à votre corps de faire encore plus d'efforts qui sera au-delà de ses capacités de reconstruction. Donc au final, c'est pas une séance qui est rentable pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on emploie de plus en plus cette notion de RPE, hein, de ressenti de 1 à 10. Est-ce que tu as galéré pendant ta séance ou est-ce que c'était easy? Et des fois, avec les mêmes poids, en fait, vous allez avoir un ressenti différent. Et tout simplement parce que votre état, en tout cas à l'instant T, est évolutif lui aussi, d'accord? Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte. D'accord? Donc il y a cette partie du j'en fais trop et il faut pouvoir lâcher un petit peu la pédale pour pouvoir justement redémarrer de plus belle et avoir des résultats. D'ailleurs réellement au bout de, je pense hein, très clairement, quand vous partez sur une perte de poids de plus de 10 kg, il est important d'ailleurs pour moi mais de faire une pause pour stabiliser le poids à partir de cette perte de 10 kg, d'accord? Parce que on sait aussi que, alors je ne vais pas m'épancher trop sur l'environnement hormonal, mais on sait que finalement c'est pas si c'est pas si évident que ça. On sait que le corps lui va chuter en métabolisme, d'accord? Donc finalement vous allez réduire votre métabolisme, vous allez devoir en faire encore plus pour pouvoir perdre finalement même pas ce que vous perdiez avant pour le même effort mais avec plus d'intensité. Donc l'idée derrière c'est vraiment d'essayer de stabiliser ce poids là, et moi j'aime bien, alors je sais que ça va être compliqué pour d'entendre ça pour pas mal d'entre vous, mais j'aime bien au moins stabiliser pendant 3 mois. 6 mois me paraît pas déconnant. Stabiliser son poids pendant 6 mois c'est quelque chose de plutôt positif. Le temps déjà de réapprendre aussi à se mouvoir dans son nouveau corps, hein. 10 kg ça change, ça peut changer la donne. Et puis pardon, j'ai le soleil, ça va pas être super ça va pas se retranscrire pardon, super bien, mais voilà, 10 kg, le temps de justement s'habituer à ces changements qui vont vous aussi vous dynamiser finalement, hein, parce qu'il y a plein de choses que vous n'arriviez plus à faire. Vous prenez 2 packs de flotte, réellement ça fait pas 10 kg, mais on n'en est pas loin, et l'idée c'est que et vous dites que finalement j'ai perdu ça quoi. Moi je suis désolé, mais vous me demandez d'aujourd'hui, ne serait-ce que là, faire ce que je suis en train de faire avec un pack d'eau dans la main, eh bien il y a fort à parier que au bout d'un petit kilomètre, et je suis peut-être prétentieux, mais je vous dis bon bah t'es mignon, récupère ton pack et moi je vais faire autrement. Donc voilà, pensez justement à cette pause qu'il va falloir faire aussi pour pouvoir justement repartir de plus belle derrière, d'accord? Donc voilà, je vais me tourner un peu parce que j'ai le soleil, d'ailleurs on va repartir dans le sens opposé parce que j'ai le soleil qui rend tout ça un petit peu compliqué. Entre le moment où on devrait faire de l'activité pour nous rendre plus forts et le fait de ne pas y aller parce qu'on sait que ça va être très compliqué. Vraiment, je veux dire, courir par 35 degrés, en fait, c'est pas quelque chose de... Enfin, je veux dire, déjà d'une, c'est pas surnaturel. Et puis, il faut pas penser que les gens qui courent ou qui font du sport par 35 degrés sont complètement tarés. Très clairement, parce que, vous voyez, c'est un petit peu la chaîne sans fin. C'est-à-dire que je deviens plus faible, d'accord? Donc voilà, je m'affaiblis tous les jours. Je ne fais rien pour améliorer mon état de santé. Et quand je fais de l'activité physique, en fait, il faut que je la fasse dans des conditions standards. C'est-à-dire en dessous les néons, dans une salle de sport, et puis pas trop fort, d'accord? Eh bien moi je dis que derrière on peut peut-être trouver un consensus entre les deux, et en se disant que finalement cette adaptation, je pense qu'aujourd'hui vous avez plus à perdre à écouter ces recommandations, hein, parce que de toute façon elles vont pas vous aider, elles vont pas vous tirer vers le haut, et vous avez plutôt intérêt très clairement à vous dire bah
ok, j'ai plus à perdre aujourd'hui à rester à la maison parce que peut-être qu'il fait un peu chaud, plutôt qu'aller marcher un petit peu, bouger un petit peu, et comme je vous dis, selon votre état de santé. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est ultra passionnant finalement, et qui est de nécessité publique, hein. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas les statistiques en tête, mais je crois, quand on parle en tout cas d'IMC, hein, voilà, sur ces fameux chiffres, je crois que c'est à peu près 50% de la population, ou en tout cas on ne doit pas être loin, en fait, est en surpoids, d'accord ? Donc on parle de surpoids à partir d'un IMC de 25. Au-delà de 30, en fait, on est sur de l'obésité. Et très clairement, donc on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même, il y a des enjeux de santé. Et je pense très clairement, sans partir trop loin dans le, on va dire dans le complotisme, je pense qu'aujourd'hui, ça fait plus vendre d'avoir des personnes grasses, en mauvaise santé, plutôt qu'avoir des gens comme moi aujourd'hui. Alors c'est pas prétentieux de dire, je travaille aussi pour ça. Je suis parti, alors moi mon histoire très simple aussi, hein, j'étais obèse, j'étais en surpoids, et pendant l'adolescence, il y a une période de ma vie qui n'était pas forcément super facile. Donc voilà, je peux vous en parler. Moi j'ai perdu l'équivalent de pas loin de 30 kilos. D'accord, et ça s'est fait relativement vite parce que j'étais en croissance et j'ai justement fait toutes les erreurs que je suis en train de vous ai citées tout à l'heure. On n'avait pas, alors moi j'ai 44 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux déjà, on n'avait pas internet, on n'avait pas tous ces moyens d'interaction entre les humains, et puis on n'avait pas non plus cet accès finalement à la science. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens revanchard déjà par rapport à tout ça, parce que j'ai perdu du temps, et autant essayer de mettre mon expérience à profit pour essayer justement de vous faire optimiser votre temps, parce que je vous rappelle que le temps est la donnée la plus précieuse au monde, hein. Très clairement, que vous soyez milliardaire, balayeur, c'est exactement la même pour tout le monde. Bien que derrière il y a peut-être des nuances à faire aussi, mais très clairement le temps, aujourd'hui en tout cas, on ne le rattrape pas, et c'est quelque chose c'est ce qui a, à mon sens en tout cas, plus de valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire driver, n'hésitez pas non plus à questionner les gens. J'ai l'impression que dans le système dans lequel on vit, dire qu'on ne sait pas, en fait, c'est un problème. C'est-à-dire que moi je me confronte, mais j'ai des cas énormes, mais même dans mon environnement proche, de gens qui, à partir du moment où ils savent pas, ça leur pose un problème. Mais yes, on est la génération, on parle de la génération Google là. C'est-à-dire que la mémoire est embarquée, on est face à des gamins qui disent à leur prof, non mais tu t'es trompé, enfin vous vous êtes trompé. Parce que moi j'ai Google, et Google m'a dit ça. Ouais, mais en réalité, en fait, la mémoire, c'est pas juste une mémoire tampon posée sur un appareil, d'accord. C'est aussi un cerveau. Et à un certain moment, je pense que on peut dire on sait pas, et on peut aller voir les gens, poser des questions. On peut aussi faire appel à des professionnels de santé, et voilà, jauger aussi s'ils sont performants dans ce qu'ils font, et puis s'ils sont cohérents aussi, d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, vous gagnerez du temps, en tout cas, voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris, enfin j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Moi j'ai essayé en tout cas de faire un tour assez complet. Alors pas toujours facile, je me prête à l'exercice de la vidéo là en marchant, le vlog, mais c'est un exercice intéressant, et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos sur ce thème de perte de poids. Allez, ciao à tout le monde, à bientôt j'espère.